Alors que nos sociétés sont percutées par des phénomènes de défiance forte, que les baromètres montrent un divorce entre citoyens et politiques, médias, marques, il est temps de parler de confiance et d'en analyser les codes. Bon épisode, chers téléspectateurs. Nous démarrons donc cet épisode avec l'EFAP sur les enjeux de la confiance en communication. Alors le cadre a été introduit par votre professeure référente Marion Naclé-Cerutti. Il s'agissait donc de créer une communication de confiance à travers une campagne prouvant que les événements sont créateurs de souvenirs. Et ce, via 6 types de médias, le print, la radio, la télé, l'événementiel, le street marketing et le digital. Avant de découvrir les recos envisagés par les étudiants en MBA Communication et Relations Médias, je suis avec Margot Marty et Mélanie Godin, qui étaient nos 2 coordinatrices auprès de l'ensemble des camarades de l'EFAP pour préparer cette émission. Margot et Mélanie, vous nous avez préparé une introduction pour poser les bases de la confiance en communication. C'est à vous. Eh bien, pour commencer, on va débuter avec une citation qui est assez amusante, mais surtout très pertinente. La confiance pousse aussi lentement qu'un cocotier et tombe aussi vite qu'une noix de coco. Cette citation, elle nous permet du coup de rappeler à quel point la confiance ne tient qu'à un fil et elle est vite ébranlable. Alors, comment générer la confiance ? L'individu doit se sentir tout d'abord en sécurité. Il doit avoir l'impression qu'on lui communique quelque chose de précieux. C'est un échange qui est précieux et qui aspire à des sentiments de sincérité, d'honnêteté et surtout de respect. Au final, la confiance, c'est un donnant-donnant. Pour gagner la confiance de quelqu'un, il faut surtout être transparent. Alors, la confiance, ça se transmet à travers des codes qui sont nécessaires à la construction de celle-ci et qui passent par un ton adapté qui se veut être positif et rempli de sincérité. Il y a aussi un vocabulaire à respecter et qui est très important, celui de la pédagogie. Il faut instaurer vraiment un échange de confiance, encore une fois. Et on a aussi des codes visuels qui sont tout aussi importants et qui sont à prendre en compte, notamment au travers de la couleur bleue, qui est une couleur qui a pour vertu d'apaiser, de rassurer, de créer ce climat tant recherché et aussi de créer un climat de professionnalisme qui instaure encore plus la confiance. On a enfin la communication non verbale qui n'est pas négligée pour instaurer un climat de confiance. Le comportement doit évidemment être positif, joyeux et rassurant. On a aussi une relation de réciprocité à prendre en compte quand on échange sa confiance avec quelqu'un. Il faut montrer au final que l'on croit réellement en ce qu'on dit. Et donc maintenant, si on fait un bref état des lieux quant à la confiance des Français par rapport aux médias, on constate que dernièrement, il y a eu un accroissement du nombre de bad buzz et surtout aujourd'hui, on doit faire face aux fake news. Donc tout ça, évidemment, ça engendre une importante défiance de la part des Français envers les médias. Et aujourd'hui, surtout, nous sommes dans ce qu'on appelle l'ère de l'infobésité. Alors l'infobésité, c'est quoi ? Eh bien en fait, ça veut dire qu'on reçoit de l'information de partout et surtout de nulle part, et ce, en permanence. Donc pour l'illustrer, on peut dire que 76% des Français n'ont pas confiance en les médias et surtout que 72% d'entre eux n'ont pas confiance en les marques alimentaires. Et un autre chiffre pertinent, ce serait 6 000. Donc 6 000, c'est quoi ? En fait, c'est le nombre de messages publicitaires qui sont reçus par mois pour une seule personne. Donc c'est beaucoup. Et surtout, on a 70% des flyers qui sont distribués dans la rue, qui sont jetés et qui ne sont même pas lus par les Français. Donc ça aussi, ce sont 2 données qui sont totalement pertinentes et qui illustrent notre propos de la défiance des Français. Et en fait, on s'aperçoit que trop de publicité tue la publicité et qu'au final, c'est totalement contre-productif. Donc un autre aspect négatif de notre société aujourd'hui, en fait, c'est la digitalisation qui va engendrer une certaine défiance toujours des Français envers les médias. Donc, par exemple, on peut dire que 69% des dirigeants estiment qu'il est difficile aujourd'hui de faire confiance en leurs parties prenantes depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Donc, en fait, ça veut dire quoi ? C'est tout simplement que ces dirigeants ont peur que leurs salariés critiquent leurs entreprises sur les réseaux sociaux. Mais toutefois, un brin d'optimisme, puisqu'au final, si ces dirigeants s'occupent bien de leurs salariés, entre guillemets, il n'y a aucune raison qu'ils communiquent de manière négative sur les réseaux. Et donc, l'entreprise pourra avoir une belle image toujours sur ses réseaux sociaux. Donc, et enfin, pour conclure cette brève introduction sur la confiance,
On va évidemment parler des enjeux de la confiance dans la communication. Donc on l'a bien compris, la confiance, elle est totalement primordiale dans notre société, et ce, peu importe les domaines. Donc par exemple, dans la publicité, si une marque ne tient pas son engagement, ça peut lui être fatal. Donc on peut aller jusqu'au bad buzz et carrément jusqu'au boycott de la marque. Donc ça, évidemment, toutes les marques ne le souhaitent pas et on veut l'éviter. Donc toujours, on l'a compris également, la confiance va générer un certain engagement de la part des consommateurs, l'engagement qui va être un réel levier de passage à l'action de la part du consommateur. S'il a confiance en une marque, il va venir acheter chez nous et pas chez notre concurrent. Donc tout l'intérêt est là. En fait, la confiance, elle va agir dans l'intérêt du groupe, dans l'intérêt du bien commun. Donc ça va permettre de briser les codes de l'individualisme. Et aujourd'hui, briser les codes, c'est une valeur clé pour faire face à la défiance qui est dans notre société de manière omniprésente. Et enfin, pour terminer, on peut également dire que recueillir la confiance de la part des consommateurs, c'est surtout espérer prospérer auprès de nouveaux partenaires. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction très complète qui a redéfini la confiance, sa position actuelle dans les médias et ses enjeux en termes de communication. Mélanie, on va rejoindre tes camarades pour la première séquence de l'émission Innovatoire avec les FAP. Et puis Margot, on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième séquence. Avec Mélanie Gaudin, j'ai rejoint Mickaël Bouchis qui va nous présenter le print. Nous avons aussi Victoria Blin de Laloubi qui va nous présenter les atouts et inconvénients de l'audiovisuel. Nous avons Capucine Lechanu qui, elle, a travaillé sur le média digital. Nous avons Ninon Rouault qui a travaillé sur le média événementiel. Héloïse Bouillet qui va travailler sur le street marketing. Et puis enfin, toi, Mélanie, qui travaille sur le média radio. Alors, vous le voyez, parmi nous, il y a aussi une autre personne pour vous écouter et puis vous apporter en fin de présentation son œil extérieur de professionnel. Pierre Barbe est avec nous, directeur associé de Whispering Agency, l'agence de marketing et d'influence, et bien sûr membre du comité éditorial de l'Innovatoire. Pierre, c'est la première fois que les élèves te rencontrent. Alors, si tu veux bien, je vais te présenter en quelques mots. Surtout, n'hésite pas à m'arrêter si je dis des bêtises. Pierre, tu as démarré ta carrière à la radio, puis dans des émissions spéciales et des JT avec M6, TF1, toujours à la direction des relations presse. Puis, tu as travaillé durant 15 ans au sein du groupe Comexposium sur de nombreuses campagnes d'événements. Aujourd'hui, tu es expert de la communication à 360 degrés, des relations presse, des stratégies d'influence et du celebrity marketing. En gros, ton travail, c'est de définir le ou les médias à choisir en fonction des enjeux de chaque campagne pour ensuite, bien sûr, la mettre en œuvre. Donc, ce qui va suivre, je pense, va beaucoup t'intéresser puisqu'on va faire un tour d'horizon des atouts de chaque type de média en allant du print jusqu'au digital. C'est bon pour toi ? Parfait. Alors, on va commencer justement en vous donnant des clés, des chiffres clés aussi, sur les atouts et les inconvénients aussi de chaque média. Et pour ça, en fait, je vous ai proposé de faire un mini-débat. Donc, chacun va nous exposer ses idées, ce qu'il a pu étudier. Vous avez été loin dans vos recherches pour trouver justement, avoir des points qui appuient vos propos. Est-ce que vous êtes prêts ? Ils méritent de continuer, ils vont s'affronter sur un tango. Tout ça sur le titre Rocket du groupe Offenbach. Linda Hardy et Christophe Licata face à Ladji Doucouré et Inès Vandamme. Ladji, Inès, c'est à vous de démarrer, je vous laisse vous mettre en place. Mesdames et messieurs, voici l'épreuve du face-à-face. Là, c'est bien parce qu'on est assez écarté, donc vous ne pourrez pas vous taper dessus si ça part un peu en vrille. Ok, alors comme convenu, je vais articuler ce débat sur 4 axes et vous nous apporterez les arguments et contre-arguments relevés pour le média que chacun a étudié avec son groupe. C'est parti pour le premier axe à débattre. On va démarrer avec l'ancienneté. Est-ce que l'ancienneté d'un média est un atout en termes de confiance apportée à une campagne ou pas ? On va faire dans un ordre grosso modo chronologique d'apparition de ces médias. Donc je vais commencer avec toi, Mickaël, concernant le print. Alors oui, effectivement, en qualité de support historique, je dirais que le print entretient naturellement une relation très étroite avec l'opinion publique et forcément, il a su gagner sa confiance.
Et je pense qu'à l'ère des communications et des publicités de masse, c'est un véritable avantage, un véritable atout. On sait que c'est un lectorat qui choisit finalement les communications et les supports. Par exemple, lorsqu'on se rend dans un kiosque, c'est en tout état de cause et on sait pourquoi finalement on se rend là-bas. Très bien, merci. On va poursuivre sur ce cheminement un peu historique de l'arrivée des médias avec le média radio. Oui, bien sûr, parce que avant de s'informer via l'image, on s'informait avec la radio, on se fiait uniquement à la voix. Donc, on fait confiance en un journaliste, en ce qu'on entend au final. Donc, la radio est un média qui est ancré dans les mœurs, on peut dire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, communiquer à travers la radio, c'est primordial. C'est même inévitable pour une bonne campagne de communication ou de publicité. Surtout plusieurs médias, en fait. La radio, on s'y fie, on entend quelqu'un, on lui fait confiance. Donc, aujourd'hui, c'est obligatoire de communiquer à travers la radio. Très bien. On part sur l'audiovisuel avec Victoria ? Oui, c'est vrai que les campagnes audiovisuelles, elles accompagnent des générations, elles ont même généré leur propre culture pub, donc on les place vraiment dans notre histoire. Très bien. On poursuit. Alors là, c'est un peu plus aléatoire en termes de chronologie, d'apparition de médias, mais on va continuer avec l'événementiel. Et toi, Ninon ? Alors avec l'événementiel, ce qu'il faut noter, c'est que depuis quelques années, la confiance qu'on accorde aux médias et aux moyens de communication, elle est ébranlée. L'année 2020, elle note vraiment le climax de la méfiance. Et l'avantage de l'événementiel, de ce moyen de communication, c'est justement que c'est le moyen de communication qui s'accorde le plus avec notre manière de vivre actuellement, avec l'ère de l'instantanéité et de la prépondérance des moyens de communication. Merci. On passe au street marketing. Quels sont les arguments que tu as identifiés pour la confiance ? Oui, tout à fait. Donc, ce qui est un peu particulier avec le street marketing, c'est que finalement, le terrain de jeu assez vaste et original que représente la rue a toujours existé. On a toujours eu ce terrain-là à disposition. Et autrefois, c'était principalement pour la distribution de journaux ou l'affichage comme on le connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, vraiment, le street marketing, ça prône un peu une contre-culture, puisque ça va... on va se détacher complètement de cet encombrement publicitaire duquel on a l'habitude sur les réseaux sociaux et les médias un peu plus traditionnels. Merci. Alors, on va terminer évidemment par le dernier arrivé, qui est pourtant très très ancré dans nos vies, c'est le digital. Alors oui, comme vous le dites si bien, le digital est le dernier arrivé, mais qui ne s'en sert pas aujourd'hui ? Surtout avec la crise du Covid-19, on a bien vu que le digital est juste très important et primordial dans nos vies, avec le télétravail, les cours en distanciel, mais également c'est devenu avec l'ère de l'achat en ligne, tout simplement, les gens ne vont plus dans les magasins et décident de faire confiance aux marques en achetant leurs produits sur Internet. Merci à tous les 6. Alors, on a vu donc sur le plan un peu de l'ancienneté, quand est-ce qu'est arrivé le média, est-ce que ça influence sur sa capacité à refléter de la confiance. On va maintenant parler des atouts de chaque média en termes d'influence. Quel est celui qui permet le plus d'influer sur la confiance du public dans une publicité ? Alors, je vais commencer. Pour l'audiovisuel, c'est le média qui est le plus regardé par les Français puisqu'ils y consacrent plus de 3h30 par jour, toutes générations confondues, donc ça offre vraiment le plus de retombées. Donc, on est sur une cible globale et donc ça permet de toucher le plus de monde et de types de population. Et du coup, je me permets aussi de rebondir en termes de street marketing parce que c'est vrai que pour le coup, on est sur un média qui est beaucoup moins agressif que les publicités qu'on peut voir à la télé et qui interrompent souvent nos programmes. Et on a ce côté aussi très ludique où on va vraiment venir faire participer les personnes qui pourront d'ailleurs choisir ou non de participer. Et on a ce côté du coup où le public ne voit plus forcément la publicité qui est derrière, mais plus cette expérience vécue qu'ils partagent et à laquelle ils prennent part d'eux-mêmes. Et sur ce point-là, justement, je te rejoins. L'événementiel permet de faire adhérer un public à un événement, justement, ou à un projet. L'événementiel et la confiance, c'est vraiment un cercle vertueux. Si le public aime un événement, il accordera plus facilement sa confiance et donc sera plus apte à, justement, diffuser sa confiance et son image de l'événement. L'événementiel, c'est vraiment un redorateur de confiance. Oui, mais alors justement, par exemple, on peut aussi évoquer la radio parce que la radio, comme je le disais précédemment, on a l'absence de l'image, donc on va se fier uniquement à ce qu'on entend. Donc par exemple, à la radio, il faut le reconnaître, on a quand même une grande diversité et surtout une grande qualité des programmes et des intervenants, des invités et aussi des journalistes. Donc on a des points de vue qui divergent à la radio, etc. Donc
l'auditeur va facilement faire confiance en ce qu'il entend. Et pour la publicité, au final, c'est exactement la même chose, puisque sur la radio, on constate des publicités qui sont courtes, avec des messages clairs, on va droit à l'objectif, et ça rassure en quelque part l'auditeur qui entend cette pub à la radio. J'aimerais prendre le contre-pied pour le côté du print. J'ai des chiffres d'une étude Nielsen qui prouvent que plus de 60% des répondants, donc il y avait quelques 30 000 répondants au travers de 60 pays différents, qui faisaient état de confiance très importante pour les publicités qui apparaissaient dans les journaux et les magazines notamment. Et c'est un chiffre que j'aimerais mettre en parallèle d'une autre donnée qui est que 38% des internautes utilisent aujourd'hui des systèmes d'adblock. Donc on voit bien que du côté digital, je ne sais pas si Capucine aura quelque chose à dire à ce niveau-là, il y a quand même un véritable problème de confiance et de consommation, je dirais, des contenus de communication et de publicité. Dans un premier temps, je dirais que le digital a totalement révolutionné la manière de communiquer. Il y a mille et une façons de faire une pub, tout simplement, et notamment, il y a aujourd'hui énormément d'influenceurs qui permettent aux marques d'être plus connues ou justement à leur communauté de découvrir certaines marques. Il est vrai que la perception du rôle des influenceurs donne souvent lieu à des avis divergents sur leur rôle et poids réel. Ce qui est sûr, c'est que les événements possèdent par définition un nombre très important d'influenceurs naturels, célèbres ou anonymes, c'est-à-dire leurs visiteurs, speakers et autres. Comment les intégrer plus intensément encore dans la stratégie d'influence de l'entreprise ? Donc il faut quand même savoir que le consommateur accorde 10 fois plus sa confiance à un influenceur qu'à un média classique. Oui, on peut parler de monétisation avec les gros influenceurs qui vont faire beaucoup de pubs différentes pour beaucoup de marques différentes. C'est pour ça que les marques aujourd'hui ont décidé de plus se baser sur les micro-influenceurs entre 10 et 50 000 abonnés. Donc le taux d'engagement va quand même être 60% supérieur aux gros influenceurs et ça va être quand même 82% de leurs abonnés qui vont suivre les recommandations parce qu'ils vont se sentir proches de l'influenceur et il y aura un peu le best fun effect. Donc le digital aujourd'hui a quand même une grosse dose de confiance des internautes. On le voit, vous avez vraiment été chercher les chiffres clés pour pouvoir témoigner de tout ça et prouver l'impact de chacun des médias. Alors maintenant qu'on a parlé d'influence, je voudrais qu'en troisième axe, on parle de l'ancrage et de la mémorisation. Quel est le média qui permet le mieux de mémoriser une campagne ? Alors moi je pense que c'est justement l'événementiel, car justement si le public aime un événement, qu'il y a vécu un bon moment, il en retiendra une expérience positive et donc il sera marqué dans son esprit. L'événementiel, c'est le média qui a la plus forte capacité et le plus fort potentiel à captiver un public. Lors d'un événement, la personne, elle est actrice, mais elle participe également, ce qui est à la différence des autres médias, justement. Oui, c'est vrai, et du coup, je me permets aussi de réagir parce que finalement, le street marketing, ça rejoint un petit peu l'événementiel sur ce point-là, où on a vraiment, comme on l'a dit, le public qui devient acteur et pas seulement spectateur finalement de ce qui se passe. Et ça permet aussi de mobiliser le souvenir collectif, parce que finalement, on va vivre ça avec des gens qu'on croise dans la rue. Et c'est aussi ce côté-là de toucher toutes les générations, de s'adresser vraiment à un public très diversifié, finalement, avec lequel on va vivre une expérience qui forcément aura un impact un peu plus fort, parce que ce sera venu à un moment où on s'y attendait pas forcément. Qui veut réagir par rapport à ça, Mélanie ? Alors je te laisse peut-être parce qu'on a tout un process. D'ailleurs, peut-être que parfois vous entendez des petits sons de frottement parce qu'à chaque passage de micro, on nettoie les micros malgré toutes les précautions sanitaires qui sont prises. Je le disais donc en introduction qu'on a un produit virucide actif pendant 10 jours sur tous les micros et sur toutes les surfaces planes qui se trouvent ici. Mais au-delà de ça, vous avez souhaité conserver le masque. Et là, vu qu'on n'a pas assez de micros pour tout le monde, on se les passe. Mais il y a le petit passage de lingette important à faire entre chaque. Oui, donc c'est bon, j'ai fini de désinfecter le micro. Donc moi, je vais rebondir pour le média radio. Voilà, ce qui permet la mémorisation via ce canal, au final, c'est le fait que, contrairement aux autres médias dont on parle depuis tout à l'heure, la radio, un de ses atouts, c'est sa localisation, parce qu'en fait, c'est vrai qu'en général, on juge les médias de trop parisianistes, entre guillemets, et la radio, son avantage, c'est d'avoir des radios locales. Donc pour ne pas les citer, on a les France Bleu quelque chose, France Bleu Région, etc. Donc là, on a l'auditeur qui va s'identifier facilement à ce qu'il entend, voilà, de la part des journalistes, mais aussi des publicités, parce qu'on va avoir des publicités d'une enseigne qui va être située dans la région ou dans le département. Donc l'auditeur va se dire, tiens, si j'y allais, et donc ça va générer une certaine confiance. Et puis aussi, j'avais noté
que au final la radio on l'entend partout, on l'écoute tout le temps, on l'écoute dans les transports, quand on est chez nous, pendant le petit déjeuner, pendant le repas, tout le temps. Donc au final la radio c'est un peu un ami. Donc ce que le média va nous dire, eh bien nous on va l'entendre, l'écouter surtout et prendre note et donc lui faire confiance. Mélanie nous questionne ici sur l'importance de la relation de proximité quotidienne, presque affective que les marques, donc les entreprises événementielles, peuvent entretenir avec leur public au-delà de leurs classiques messages commerciaux. Malin. Je rebondis avec la radio, parce que le média audiovisuel, c'est un peu comme la radio, puisqu'on a la récurrence, les slogans, la musique, mais nous, notre valeur ajoutée, ça va être l'image. Et en fait, grâce à l'image, on obtient un message qui permet plus de mémorisation et un ancrage renforcé. Les feuilles ont volé, tout vole. Et le plus important, c'est d'avoir désinfecté. Moi, j'aimerais mettre en exergue pour le média print, en fait, qu'il y a un taux de mémorisation qui est très important et un meilleur ancrage, je dirais, du coup, lorsqu'on consulte un format papier. Et de fait, c'est une étude de l'agence MyMedia qui fait état d'un taux de mémorisation à 16% en moyenne, et ça peut aller jusqu'à même 27% si on est sur une double page. Et de fait, on a des chiffres qui sont quand même beaucoup plus intéressants que sur des médias un peu plus récents comme le digital une nouvelle fois. Et là, on fait état de 5% de mémorisation seulement, alors que pourtant, c'est quelque chose qui est très consommé aujourd'hui, très publicité, et comme quoi revenir à l'essentiel et peut-être au média print, c'est peut-être une bonne idée. Bien, alors j'imagine que Capucine va vouloir réagir pour défendre le digital. Oui, aujourd'hui, la transparence, l'éthique et l'authenticité vont être quelque chose qui vont être visibles dans les campagnes digitales, parce que justement, sur le digital, les gens vont chercher la transparence des marques. On l'a bien vu avec des applications de biens communs comme Yuka. Les gens vont avoir en fait un gage de confiance par rapport aux autres internautes et par rapport aux marques. Ils vont avoir besoin de rechercher constamment des informations, justement par rapport aux autres médias, où les pubs en fait vont être très courtes, pas le temps souvent de les retenir, et après ils vont vouloir souvent aller rechercher les informations par rapport à ces pubs sur internet, savoir si la pub est mensongère ou non. Et les pubs en fait tout simplement dans le digital vont nous correspondre parce que ça va être totalement ciblé, car oui, nos données sont parfois prises par les marques, c'est pour ça que nous acceptons souvent les cookies sur les sites, mais ça va être justement un bien utile parce qu'après on va pouvoir les retrouver nous dans les pubs qu'on va avoir sur les réseaux. Parfait, merci. Alors maintenant qu'on a entendu chacun, on va passer au quatrième et dernier axe de ce grand débat sur la confiance instaurée par les médias, et on va parler de l'impact sur nos sens. Donc l'impact des différents médias sur nos sens pour générer la confiance. Nous avons des représentants de médias tangibles et d'autres de médias immatériels. Donc on va voir en quoi les sens ont leur importance. Au niveau du print, j'aimerais revenir dessus justement sur l'aspect tangible. L'avantage, c'est d'avoir finalement ce côté palpable et du coup stimulant au niveau des sens, tant la vue que l'odorat finalement. Sentir un livre par exemple, ou alors tout simplement toucher une feuille de papier, ça procure quand même des sensations. Et le fait également de pouvoir adresser des messages qui soient un peu plus soignés, plus personnalisés, je dirais même, et qui engendrent finalement un succès auprès du destinataire. Et quelque part, je dirais même qu'il y a une notion d'objet souvenir lorsqu'on reçoit une invitation par exemple, ou un faire-part pour un mariage, pour donner des exemples. Il y a vraiment ce côté où je peux garder cet objet-là et cet aspect authentique. Et finalement, comme on dit souvent, les écrits restent, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus important à retenir. Très bien. Alors Victoria, donc toi tu nous as parlé de l'audiovisuel, les sens réquisitionnés par l'audiovisuel. Justement, je rebondis avec l'audiovisuel. On a un storytelling qui est souvent très pointu. Souvent, c'est sous format d'épisodes, comme une histoire que l'on suit, avec toute la création d'un univers identifiable, marquant, voire attachant. Et donc, vraiment, elles sont faites pour nous emmener dans un état d'esprit différent, avec la musique, l'image, l'histoire racontée. Et donc, il y a vraiment un pouvoir des publicités audiovisuelles qui nous procurent des émotions. Très bien. Et sur le côté émotion, je vais rebondir pour le street marketing, parce que nous, on va avoir ce côté vraiment surprise pour le coup, parce qu'on s'attend pas forcément, en partant faire nos courses le matin, à croiser un événement en pleine rue. Et sur ce côté-là, on va aussi avoir ce côté booster du capital sympathie, puisque du coup... le public va vraiment avoir une expérience instantanée et inattendue surtout,
où il va y avoir un petit peu un chamboulement de ces repères habituels qui vont être recréés par la marque qui a mis en place l'événement dans la rue. Justement, moi je pense que l'événementiel fonctionne plus sur ce point-là parce qu'il considère l'être humain dans son intégralité. Il favorise le lien émotionnel, la cohésion sociale et j'en passe. En somme, il joue sur les 5 sens. Et cette abondance de sentiments, elle est impossible à transposer en ligne. Est-ce qu'on a fait le tour de tout le monde? Ah non, il nous reste toi, Capucine, après avoir nettoyé le micro, évidemment. Donc, par rapport au digital, les marques jouent beaucoup sur l'émotion parce qu'il faut faire comprendre aux consommateurs que justement la marque est là. Il va y avoir beaucoup de call to action émotionnels. Les pubs veulent se montrer empathiques et le digital va tout simplement en fait s'adapter en temps réel parce qu'en fonction de nos recherches, les pubs vont changer en sponsoring sur les réseaux sociaux. Également, le consommateur va pouvoir retenir une phrase qui a été dite par exemple par son influenceur préféré sur une pub ou tout simplement des phrases qui vont être mises dans les publicités qu'il va pouvoir voir. Donc en fait, il va se sentir touché et également, il y a le ciblage des marques. Moi, je me permets juste de rebondir parce que pour le digital, par exemple, c'est bien. Mais l'avantage de la radio, c'est que l'auditeur peut appeler le standard de la radio quand il veut et donc interagir avec les journalistes ou interagir avec quelqu'un d'autre, un autre auditeur qui est également à l'antenne. Et donc ça, en fait, la radio va jouer sur l'ouïe de l'auditeur. Donc ça, c'est un des gros avantages. En fait, la radio va laisser, entre guillemets, une petite place à l'auditeur. Donc ça, c'est pas donné à tout le monde et c'est surtout pas tous les médias qui accordent de l'importance, entre guillemets, à un auditeur, à lui laisser une chance de s'exprimer directement dans son média. Et en fait, c'est surtout que ça va jouer sur l'ouïe puisque l'auditeur va être concentré, il est obligé de réellement écouter ce qui se passe à la radio pour tout de suite interpeller, échanger et donc s'exprimer librement à la radio. Donc, c'est la radio, c'est un seul sens. Évidemment, oui, par contre, c'est un seul sens, mais qui est très efficace. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour pour ces arguments? Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu de ce mini-débat. Dis-moi, Pierre, est-ce que tu as appris des choses là? Est-ce que tu avais connaissance de ces chiffres clés, de toutes ces choses que nous ont remontées les étudiants? Un débat hyper intéressant parce que déjà, la Covid qu'on connaît aujourd'hui place la confiance, tous les éléments qu'on a évoqués au cœur de cette discussion et au cœur de ces éléments. Moi, je pense que c'est important de dire, évidemment, que le digital a révolutionné la manière de communiquer, mais attention, pas sur toutes les cibles. En fait, on est dans un discours très général où je trouve ça passionnant parce que chacun défend son média. Chaque média a son avantage par rapport à une cible. Aujourd'hui, on a une mutation qui est abyssale avec ce qui se passe avec la Covid. Et je voudrais juste la comparer au dernier Médiamétrie qui est sorti et qui, je le regrette, fait perdre aux radios 2 millions d'auditeurs et qui permet à la télé d'atteindre des scores qu'ils avaient il y a 15 ans et qu'ils n'avaient pas reconnus depuis. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a une mutation qui est la mutation. Ah, ça y est, c'est revenu. Il y a une mutation qui est une mutation, je dirais, qui vient de la transformation, de cette digitalisation, etc., qu'on maîtrise, c'est l'histoire des médias, où effectivement, il y a une ultra-puissance aujourd'hui du digital, où on avait même la plupart des grandes marques françaises qui étaient très, très embêtées, marques de luxe, qui ne savaient pas comment traiter le digital parce que ce n'était pas un prescripteur au départ. Et puis aujourd'hui, ils sont en train de passer le pas, donc on le voit. Et puis on a aussi cette évolution complètement non souhaitée qui nous vient de cette pandémie et qui fait qu'on a des chiffres complètement intangible. On a une hausse de la télévision, on a un print qui s'effondre, et on a beau faire ce qu'on veut, ce qu'il faut souligner quand même en France, et on a de la chance, je trouve, c'est qu'on a des instances, et moi je rends toujours hommage à l'AFP, parce que je trouve que quand on a un message à faire passer, aujourd'hui, contrairement à d'autres pays, et je ne cite pas les États-Unis et Trump avec Twitter. Ils ne sont pas du tout cités. C'est pas du tout cité, mais c'est évident qu'on a cette chance-là aujourd'hui quand même.
on a des organes de presse qui sont référents. Et dans tous les supports, moi, ce que je retiendrai de votre débat, c'est que dans tous les supports que vous avez cités, il n'y en a pas qui n'ont pas des supports référents. Et pour moi, il faut que ces supports référents continuent à exister pour informer et justement éviter tout ce qu'on voit en ce moment, la désinformation. Merci beaucoup Pierre pour cet éclairage. On va poursuivre avec la deuxième partie de ce groupe de l'EFAP qui consiste à faire un benchmark. Alors chacun avec son groupe qui représente un média a défini, a relevé des bonnes pratiques ou alors des exemples à ne pas suivre. Donc on va voir concrètement des exemples de campagnes qui sont sorties, qui ont existé et qui, selon vous, soit étaient des parfaits exemples pour générer la confiance, soit à l'inverse, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. Mais ça, c'est prévu au prochain épisode. Alors, rendez-vous la semaine prochaine, chers téléspectateurs.